Le matin s'éveillait doucement sur Compton Central, un voile de silence suspendu entre les murs modestes de la maison de Bessie Jackson. À 70 ans, cette femme noire, aveugle depuis des décennies, transformait chaque jour en un acte de défi contre les ténèbres qui l'enveloppaient. La lumière ne lui appartenait plus, mais les sons, le chant des oiseaux filtrant par la fenêtre ouverte, le sifflement aigu de la bouilloire sur le feu, tissaient une symphonie qu'elle chérissait. Ses doigts, usés mais agiles, caressaient le bord ébréché de sa tasse de thé, un rituel sacré qui la rattachait à une indépendance farouchement défendue. À travers les murs fins, l'odeur humide de l'herbe du parc voisin s'infiltrait, une promesse de liberté dans un monde qui semblait prêt à l'écraser. Mais ce matin-là, une tension sourde planait dans l'air, un pressentiment qu'elle ne pouvait nommer. Bessie saisit sa canne blanche, son fidèle bouclier, et sentit son poids dans sa paume, un rempart contre les ombres menaçantes de Compton. Chaque pas vers la porte était une déclaration, une rébellion muette contre ceux qui la voyaient comme une proie. Dehors, le parc l'attendait, avec ses murmures de feuilles et ses secrets enfouis. Elle ignorait encore que ce jour marquerait un tournant, que les pas lourds de Karl Tanner, un prédateur en uniforme, approchèrent déjà, prêts à briser sa paix fragile et à réveiller la fureur de son fils, Snoop Dogg. Le soleil du matin caressait doucement les feuillages du parc Compton Central, répandant une lumière dorée sur les bancs encore humides de rosée. Bessie Jackson, le visage paisible et la canne blanche bien en main, marchait lentement sur les pavés. Son pas était sûr, chaque mouvement dicté par l'habitude, chaque souffle imprégné de dignité silencieuse. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. L'air semblait plus lourd. Un silence étrange s'installait. Hé mamie, tu t'es perdue ou tu veux juste mourir aujourd'hui? Une voix rauque, saturée de mépris, perça l'air. Bessie s'arrêta. Elle n'avait pas besoin de voir pour comprendre que ce ton appartenait à un homme qui avait l'habitude d'imposer sa peur. Le pas lourd, les bottes martelant le sol comme une menace, l'homme s'approcha. Karl, Bulldog Tanner. Flic depuis 15 ans. Détesté en silence. Protégé par le système. Blanc, arrogant et prêt à humilier. Une vieille noire et aveugle, seule dans ce parc? Tu te crois à Harlem ou quoi? Bessie ne répondit pas. Elle savait. Elle avait entendu ce type d'homme toute sa vie. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il n'y avait pas que des mots. Il y avait une arme sur sa hanche. Il y avait ce silence autour d'eux, complice. Des passants détournant les yeux. Des joggeurs ralentissant, puis accélérant. Une société entière baissant la tête. T'es quoi au juste? Une statue? Tu fais semblant de pas m'entendre? Il s'approcha plus près, jusqu'à ce que Bessie puisse sentir l'odeur de sa haine. Le cuir de sa ceinture grinça. Sa main effleura son arme. Bessie serra plus fort sa canne. Elle n'avait rien à dire. Sa présence ici était déjà une forme de résistance. Tanner, frustré par son calme, ricana. Tu veux savoir ce que je pense? Tu ne devrais même pas exister. À ce moment précis, un enfant passa en trottinette. Il s'arrêta. Il regarda. Et il vit. Et ce regard innocent allait tout changer. Et vous, que feriez-vous si vous étiez témoin d'une telle scène? Feriez-vous semblant de ne rien voir? Ou auriez-vous le courage de filmer, d'agir, de dénoncer? Si vous êtes choqué par ce que vient de vivre Bessie, tapez 1 en commentaire. Si vous croyez en la justice, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer l'épisode suivant. Et même si vous n'avez pas aimé cette histoire, likez-la pour qu'elle soit vue par ceux qui en ont besoin. Car ceci n'est que le début. Le lendemain matin, Compton Central semblait plus calme que d'habitude. Les corbeaux s'étaient tus. Le vent, d'ordinaire joueur avec les feuilles, s'était figé. Et pourtant, au fond du parc, un orage grondait déjà. Bessie Jackson était revenue. Elle connaissait les risques. Elle avait entendu les murmures, perçu les regards effrayés des voisins, reçu les coups d'œil compatissants mêlés à la lâcheté silencieuse. Mais elle n'était pas venue pour défier quiconque. Elle était venue parce que c'était son droit. Elle appartenait à cet espace comme les arbres, comme le ciel. Elle marchait lentement, tenant dans sa main une nouvelle canne, mal rafistolée, vestige de l'affront de la veille. Mais cette fois, elle ne fut pas surprise. Elle sentit son odeur avant même d'entendre ses pas. Le cuir usé de ses bottes grinçait de haine. Et voilà, la revenante. Karl Bulldog. Tanner se tenait là, droit comme un mur, les bras croisés sur son torse épais, le regard acéré. Il n'était plus un agent de l'ordre. Il était devenu le propriétaire autoproclamé du territoire. Un homme qui se croyait invincible parce que l'impunité lui avait toujours servi d'armure. T'es qui, au juste? Une sainte?
Une guerrière? T'as cru que ton petit théâtre d'hier allait me faire peur? Bessie s'arrêta. Lentement, elle tourna la tête vers lui. Bien qu'elle fût aveugle, son visage exprimait une lucidité tranchante. Sa voix, posée, presque tendre, trancha l'air. Je suis une femme, une citoyenne. Et ce parc, c'est autant le mien que le tien. Tanner éclata de rire. Un rire rugueux, bestial. Non, tu n'es rien. Une vieille aveugle noire, juste bonne à traîner dans un hospice. Compton n'a pas besoin de toi. Il n'a jamais eu besoin des tiens. Il avait haussé la voix. Pas pour elle, pour ceux qui écoutaient, pour les joggeurs en retrait, pour les vendeurs ambulants figés derrière leur stand. Il voulait qu'on entende. Il voulait que la peur se propage, comme une maladie. Tu crois que ta dignité va changer quelque chose? Regarde autour de toi, personne ne bouge. Personne ne veut te défendre. Les passants baissèrent les yeux. Une mère pressa le pas en tenant la main de son enfant. Un vieil homme détourna la tête. Une jeune fille sortit son téléphone, mais hésita à enregistrer. L'atmosphère était saturée, comme une pièce sans oxygène. Bessie fit un pas, puis un autre, et murmura, sans trembler, c'est justement parce que personne ne parle qu'il faut continuer à marcher. Cette phrase, ce murmure, c'était une gifle silencieuse. Tanner pâlit. Son regard vacilla, mais l'instinct de domination reprit aussitôt le dessus. Il hurla, cette fois. Ferme-la, t'as pas le droit de me parler comme ça. Vous n'avez jamais eu ce droit. Il s'approcha violemment, à quelques centimètres d'elle. Il pointa son doigt vers son visage, presque tremblant de rage. Vous, les Noirs, vous êtes ici par erreur. Par accident. Vous salissez chaque rue, chaque mur, chaque parc. Le mot « vous » résonna comme une condamnation collective. Ce n'était plus seulement Bessie qui l'attaquait. C'était tout un peuple, toute une mémoire. Mais Bessie ne recula pas. Au contraire, sa voix s'éleva, douce mais inébranlable. L'erreur, ce n'est pas que je sois ici. L'erreur, c'est que des hommes comme toi pensent encore qu'ils peuvent nous faire taire. Un silence terrible s'installa. Même les oiseaux, perchés en haut des platanes, semblaient s'être tus. Tanner resta figé. Il venait de perdre quelque chose. Il le sentait. Pas son pouvoir, non. Pas encore. Mais le contrôle. Cette femme, sans armes, sans vue, sans renfort, venait de lui voler l'équilibre. Il fit un pas en arrière, presque malgré lui. Son regard balaya les alentours. Il vit les témoins. Il vit leurs visages changer. Il comprit que quelque chose avait bougé, infime, mais réel. Il tourna les talons, grogna un « tu regretteras ça » et disparut dans l'ombre des arbres. Bessie, elle, resta là, droite, seule, vivante. Le sol sous ses pieds n'était plus un champ de peur. C'était devenu un champ de bataille. Et elle venait de remporter la première escarmouche. Le lendemain, la lumière semblait différente, plus lourde, plus grise. Le ciel menaçait, et même les arbres du parc Compton Central, d'ordinaire si majestueux, semblaient déployés sous une tension invisible. Bessie Jackson, pourtant, était de retour. Toujours droite, toujours digne. Son pas était plus lent, son souffle plus court. La nuit précédente l'avait vidée, mais elle n'avait pas cédé. Elle n'avait jamais cédé. Mais l'ombre, elle, n'avait pas reculé. Karl Tanner l'attendait, pas en uniforme, non. Aujourd'hui, il était en civil, ce qui rendait sa présence encore plus menaçante. Il n'était pas là pour patrouiller. Il n'était pas là pour protéger. Il était là pour punir. Il sortit lentement de derrière un kiosque abandonné. Un sourire malsain déformait ses traits. « T'es tenace, vieille sorcière !» lança-t-il d'une voix sourde. Bessie s'arrêta. Sa main se crispa sur sa canne rafistolée. Elle le savait. Elle le sentait. Il n'était plus seulement un homme en colère. Il était devenu un prédateur blessé, humilié, prêt à tout pour rétablir son règne. « Je t'ai dit de ne plus revenir ici », gronda-t-il. Il se planta devant elle, tout près, trop près. Son souffle empestait la bière et la haine. Les passants, à quelques mètres, ralentirent. Certains reconnurent Tanner. D'autres reconnurent Bessie. Personne ne bougea. « Tu crois que je vais te laisser faire ton petit cirque tous les jours? Tu crois que ton discours m'a touché ?» Il éclata d'un rire sec, puis en un mouvement rapide, arracha la canne des mains de Bessie. « Tu veux marcher fièrement? Tiens, je vais t'apprendre ce que ça coûte. » Et dans un craquement sec, il brisa la canne en deux. Le bruit résonna comme un coup de feu. La vieille femme chancela, manquant de tomber. Son équilibre rompu, ses mains cherchèrent l'air, le vide. Puis,
Une des moitiés de la canne, tranchante comme une lame, lui lacéra la paume. Le sang perla immédiatement, puis coula lentement entre ses doigts, rouge vif sur sa peau sombre. Tanner jeta les morceaux au sol. Puis, dans un geste d'une violence froide, il écrasa du pied les restes de la canne, les réduisant en éclats. « Voilà ta liberté, voilà ce que j'en pense », cracha-t-il. Autour, un silence de plomb. Des regards fuyants, des visages pétrifiés. Personne ne filma, personne ne cria. Il y avait là, dans cette scène, toute la lâcheté d'une société trop habituée à la violence pour la contester. Bessie, le corps penché, chercha à tâtons un appui. Ses mains ensanglantées glissèrent sur le sol humide. Elle se releva lentement, chaque geste tremblant, douloureux, mais volontaire. « Tu peux casser mon bâton, mais pas ma foi », murmura-t-elle. Tanner, enragé par cette résistance calme, fit un pas vers elle. Mais une voix dans sa tête, ou peut-être une peur animale de s'en prendre davantage, le retint. Il tourna les talons sans un mot, disparaissant aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui le chaos silencieux d'un crime public. Les gens commencèrent à bouger, lentement, comme sortant d'un sortilège. Une femme s'approcha enfin, tendit un mouchoir à Bessie. Un adolescent ramassa un morceau de la canne. Un vieux monsieur secoua la tête, honteux. Mais le mal était fait. Bessie, le visage fermé, les yeux éteints mais le cœur en feu, se remit en marche. Chaque pas était une douleur, chaque respiration, une victoire sur la peur. Elle ne retourna pas chez elle immédiatement. Elle marcha à travers le parc jusqu'à ce qu'elle sente les pavés familiers de sa rue. Là, elle s'arrêta. Le sang avait taché sa jupe. Sa main battait, douloureuse. Dans l'autre, elle tenait encore un fragment du bâton brisé. Le dernier. Le symbole d'une guerre qui venait d'être déclarée. En entrant chez elle, elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Elle posa le morceau de canne sur la table, comme on pose une preuve, puis elle s'assit. Et seulement alors, dans le silence d'une maison vide, les larmes vinrent. Pas des sanglots. Des rivières lentes, douloureuses. Des larmes pour toutes les humiliations passées. Pour chaque pas qu'elle avait dû justifier. Pour chaque silence qui avait été complice. Mais au fond de ces larmes, une autre chose naissait. Une colère ancienne, profonde, noble. Une certitude que quelque chose devait changer. Que quelqu'un allait répondre. Et sans le savoir, à cet instant précis, le destin mettait déjà en mouvement une tempête. Une tempête qui avait un nom. Un homme. Une voix. Et un micro. Snoop Dogg. La nuit était tombée sur Compton Central comme un linceul de plomb. Un silence pesant s'était installé dans la maison de Bessie Jackson, rompant à peine par le tic-tac vieillot de l'horloge murale. Tout était figé. Même le vent semblait retenir son souffle. Seule, dans sa cuisine, assise à la table en bois usé par le temps, Bessie tenait encore entre ses mains frêles le dernier morceau de sa canne brisée. Elle ne bougeait plus. Le sang avait séché sur ses doigts. La douleur physique n'était rien comparée à ce qu'elle ressentait au fond de sa poitrine. Le morceau de canne était posé comme un vestige sacré, un témoin muet de l'humiliation, de la brutalité et de la haine qu'elle venait de subir. Elle avait marché jusque chez elle avec ce débris en main, comme on porterait un drapeau après une bataille perdue. Dans le miroir fissuré de l'entrée, elle pouvait deviner son reflet. Une silhouette cassée, ensanglantée, mais vivante. Encore. Malgré tout. Mais à quel prix? Quelques rues plus loin, un SUV noir s'engageait lentement dans le quartier. À l'intérieur, Calvin Brodus, plus connu sous le nom de Snoop Dogg, contemplait les ruelles qu'il avait quittées depuis des années. Ce soir-là, il n'était pas là pour enregistrer un morceau, ni pour tourner un clip. Il rentrait chez sa mère, ou du moins celle qu'il appelait « maman », depuis qu'il avait 13 ans. Bessie Jackson avait recueilli Snoop quand il n'était qu'un adolescent perdu, errant entre les trafiquants et les mauvais choix. Elle avait été la seule à lui tendre la main sans rien attendre. Elle lui avait appris à lire la poésie de Langston Hughes, à comprendre le blues de Billie Holiday, à respecter les anciens et à garder la tête haute, même dans la rue. Et ce soir, il sentait quelque chose d'anormal. Il n'y avait ni lumière à la fenêtre, ni radio allumée. Juste ce silence. Il ouvrit la porte sans frapper. Il avait toujours eu une clé. Ce qu'il vit dans la pénombre lui coupa le souffle. Bessie était là, immobile, le regard vide tourné vers l'avant, les yeux rougis. Sur la table, le sang séché. Dans ses mains, le morceau de canne brisé. Et autour d'elle, le silence de ceux qui ont trop pleuré pour crier. « Maman ?» Elle ne répondit pas tout de suite.
Il s'approche, à pas lents, comme on s'approche d'une statue sacrée, puis il vit sa main blessée. Il vit les vêtements tachés. Il vit le regard qui ne brillait plus. Et quelque chose en lui, quelque chose d'ancien, explosa. Qui t'a fait ça? Qui? Il cria si fort que la lampe du plafond vibra. Mais Bessie ne trembla pas. Elle posa lentement le morceau de canne sur la table et murmura Bulldog, Tanner. Ce nom. Il l'avait entendu. Un flic connu pour ses accès de violence, protégé par ses supérieurs, apprécié par les extrémistes de la ville, un homme qui se croyait invulnérable. Mais il avait fait une erreur. Il avait touché à la mauvaise femme. Snoop se leva d'un bond. Il attrapa son téléphone, composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Diana, c'est moi. Il a touché à maman. Il l'a agressée. Tu sais ce que ça veut dire. Je veux sa tête. Diana Miles, chef de la police de Compton, reçut l'appel dans son bureau. Ancienne camarade de classe de Snoop, elle était devenue la première femme noire à diriger une brigade dans ce quartier bouillonnant. Elle connaissait Bessie. Elle savait ce qu'elle représentait. Elle savait aussi ce que Snoop représentait pour la jeunesse, pour la rue, pour la mémoire. Donne-moi 30 minutes. J'arrive. Et prépare-toi. On va faire trembler les murs. 30 minutes plus tard, les murs du commissariat central tremblaient en effet. Diana entra, talons claquants, regard de glace, badge à la main. À ses côtés, Snoop Dogg, capuche noire, regard d'acier. Les policiers présents se figèrent. Ce n'était pas un contrôle de routine. C'était une descente. Tanner, qui était en salle de repos, sortit son sandwich de la bouche en voyant les deux arriver. « Qu'est-ce que ce foutu rappeur vient foutre ici » grogna-t-il. Snoop le fixa, lentement, comme un lion prêt à bondir. « Je suis venu te regarder droit dans les yeux, espèce de raclure, parce que tu as levé la main sur la seule personne qui m'a jamais aimé sans condition. » Tanner éclata de rire. « Oh, les grands mots, tu crois que je vais trembler? Je suis protégé. Ce que j'ai fait, c'est rien. Une vieille folle a trébuché, voilà tout. » Mais Diana posa un dossier épais sur la table. Elle l'ouvrit. Photos, témoignages, rapports médicaux, dépositions, et un enregistrement audio d'un passant ayant tout capté. Une preuve irréfutable. Tu es fini, Tanner. Suspendu avec effet immédiat. Et crois-moi, les procureurs t'attendent déjà. Tanner tenta un geste, mais Snoop fit un pas vers lui. Tu vois, mec, tu croyais être un loup, mais t'étais juste une hyène. Et ce soir, la meute te renie. » Les menottes claquèrent. Tanner fut emmené, humilié, brisé, comme il avait voulu briser Bessie. Ce soir-là, Snoop retourna chez elle. Il ne dit rien. Il posa une boîte en velours devant elle. Bessie l'ouvrit. À l'intérieur, une nouvelle canne blanche gravée à la main. En lettres dorées, on pouvait lire « Maman, l'âme de Compton ». Elle toucha les lettres du bout des doigts. Et pour la première fois depuis longtemps, un sourire apparut sur ses lèvres. La guerre n'était pas finie. Mais la première bataille venait d'être gagnée. Le hall du commissariat central de Compton résonnait d'un calme trop propre pour être honnête. Les néons grésillaient au plafond, les murs étaient ornés de drapeaux froissés et de photos de décoration qui semblaient plus vieilles que la République. Mais derrière cette façade de normalité, quelque chose bouillait. Le calme avant la tempête. Diana Miles, chef de la police, avançait à grands pas. Ses talons frappèrent le carrelage avec une régularité de métronome. À ses côtés, Snoop Dogg, le visage fermé, capuche rabattue sur la tête, ses yeux lançant des éclairs. Il n'était pas là en tant qu'artiste. Il n'était pas là pour la célébrité. Il était là comme fils, comme homme, comme flamme vivante de la colère et de la justice. Les policiers se figèrent à leur passage. Certains échangeaient des regards gênés. D'autres détournèrent les yeux. Ils savaient. Tout le monde savait. Mais personne n'avait parlé. Et aujourd'hui, le silence allait être brisé. À grands coups de vérité. Au fond du couloir, dans la salle de pause, Tanner mâchait un sandwich au poulet, vautré dans un fauteuil. Lorsqu'il vit Diana et Snoop entrer, il ne se leva même pas. Il leva simplement un sourcil, amusé. Et voilà, Madame la flic et son pitbull à dreadlocks. Vous cherchez un autographe ou une leçon de maintien? Snoop s'arrête net. Diana aussi. Le silence était devenu une lame prête à trancher. Tu crois encore que t'es en position de balancer des blagues, Carl? Lança Diana, d'une voix basse mais tranchante. Tanner se redressa lentement, jetant son sandwich à moitié mangé sur la table. J'ai vu pire que vous deux, j'ai des soutiens, des vrais. Pas des activistes de salon ou des stars de rap déguisés en héros. Snoop s'avança d'un pas.
Il posa les deux poings sur la table, les yeux braqués sur Tanner, son souffle court, mais contrôlé. Tu sais ce que t'as fait, Tanner? T'as cassé le bâton d'une femme de 70 ans. Tu l'as fait saigner. Tu l'as humiliée. Et tu croyais que ça allait rester comme un mauvais souvenir? T'as touché à ma mère, mec. T'as foutu ta vie en l'air. Tanner ricana. Un ricanement amer, agressif. Ta mère? Cette sorcière aveugle? C'est une provocatrice. Elle s'est mise en travers de la loi. Et la loi, c'est moi ici. Il pointa son insigne du doigt. Diana sortit calmement un dossier épais de son sac. Elle le posa devant lui. Il contenait des preuves irréfutables, des témoignages de témoins, un enregistrement audio, des photos médicales et un extrait vidéo capté depuis un téléphone. L'image tremblait, mais le son était clair. Tu crois que ta dignité va changer quelque chose? Vous, les Noirs, vous êtes ici par erreur. Le son de la voix de Tanner, capté dans toute sa brutalité, résonna dans la pièce comme un coup de massue. Un jeune officier, assis dans un coin, détourna le regard. Un autre serra les poings. Tanner, lui, blêmit. Pour la première fois, le masque tombait. Ça veut rien dire. Une manipulation, une mise en scène. Diana leva les yeux. Karl Tanner, tu es suspendu avec effet immédiat. Une enquête interne est déjà ouverte. Et crois-moi, elle ira jusqu'au bout. Tu ne sortiras pas de là avec une simple mutation cette fois. Tanner se leva d'un bond, renversant sa chaise. Vous n'avez pas le droit. J'ai servi cette ville pendant 20 ans. J'ai nettoyé les rues pendant que vous faisiez des discours. Tu n'as rien nettoyé, Tanner, répondit Snoop, sa voix plus calme, plus glaçante. Tu as sali tout ce que des gens comme elle ont construit. Il sortit de sa poche une photo de Bessie, prise quelques années plus tôt. Elle souriait, un livre de poésie à la main, assise sur un banc de ce même parc. Il la posa devant Tanner. Elle t'a jamais fait de mal. Elle t'a jamais manqué de respect. Et toi, t'as piétiné sa dignité comme un vulgaire mégot. Tanner baissa les yeux. Le silence fut brisé par la porte du poste qui s'ouvrit. Une foule s'était formée dehors. Des journalistes, des citoyens, des familles. Tous venus après que la nouvelle se soit répandue. Certains portèrent des pancartes, d'autres scandèrent déjà des slogans. Justice pour Bessie. Pas de place pour les brutes en uniforme. Un vieux monsieur, visiblement ému, tendit un bouquet de fleurs blanches à travers la grille. Une fillette tenait un dessin de Bessie avec une canne magique, comme une héroïne. Diana s'approcha de Tanner, lui passa les menottes sans trembler. Il tenta de résister, mais ses gestes étaient vains. Tu pensais que la peur suffirait? Mais ce soir, c'est la honte qui t'habille, Karl. Snoop se tourna vers les policiers présents. Regardez bien, c'est le début de la fin pour les hommes comme lui. Plus personne ne sera silencieux, plus jamais. Les caméras captèrent le moment. Les visages, les silences, les regards pleins de fierté. Et quelque chose changea. Pas seulement au commissariat, pas seulement à Compton, mais dans les consciences. La nuit tomba sur la ville. Le ciel s'illumina de milliers de voix. Et pendant que Tanner était emmené loin, menotté, réduit au silence, une femme aveugle, chez elle, ressentit enfin le souffle d'une justice en marche. Elle caressa le manche de sa nouvelle canne, offrit un sourire à la nuit. Le combat n'était pas terminé. Mais ce soir, elle n'était plus seule. Si vous êtes toujours là, c'est que cette histoire vous a touché. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Snoop. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain chapitre, le jugement de Compton. Likez si vous croyez en une justice plus humaine. Partagez pour que le nom de Bessie soit entendu loin, très loin. La nouvelle se propagea dans Compton comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux, les radios communautaires, même les vieux postes à ondes courtes des salons poussiéreux vibraient tous au même rythme. Karl Tanner, suspendu, menotté, traduit devant le conseil disciplinaire. Pour certains, c'était une première fissure dans le mur de l'impunité. Pour d'autres, c'était le début de la fin d'une époque faite de silence, de peur, de domination en uniforme. Mais pour Bessie Jackson, assise dans le fauteuil en cuir craquant de son petit salon, c'était un souffle d'air pur, fragile, mais réel. Elle avait refusé l'hôpital, elle avait refusé les plateaux télé, elle ne voulait pas devenir un symbole. Elle voulait juste qu'on écoute, qu'on voie, qu'on comprenne ce qu'elle avait vécu, ce que tant d'autres avaient vécu avant elle, et dont les noms étaient à jamais perdus dans le bruit du monde. Mais ce jour-là, le monde ne faisait plus de bruit. Il écoutait. Au centre municipal de Compton, une salle d'audience improvisée avait été dressée. Le bâtiment n'était pas fait pour accueillir un événement d'une telle ampleur.
Mais la pression populaire, les médias, et surtout la volonté de Diana Miles en avaient fait le théâtre d'une justice attendue depuis trop longtemps. Tanner entra sous escorte. Le regard droit, mais l'ombre dans les yeux. Il portait un costume gris mal ajusté, trop grand pour son orgueil, trop étroit pour sa rage. À ses côtés, un avocat au sourire faux, payé par le syndicat de police. Devant lui, un jury disciplinaire mixte, 2 magistrats, un représentant du département, une citoyenne élue et un ancien inspecteur à la retraite, noir, silencieux, au regard brûlant. Et en face, Diana Miles. Dossier à la main, uniforme impeccable, déterminé, et surtout, dans le fond de la salle, Snoop Dogg, assis, capuche rabattue, lunettes noires. Pas une star. Un témoin. Un frère. Un fils. Une ombre prête à rugir. Le président du jury prit la parole. Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur les actes du sergent Carl Tanner, accusé de violences aggravées, d'abus d'autorité et de comportement discriminatoire envers une citoyenne aveugle de 70 ans. Tanner leva un sourcil. Il se pencha vers son avocat. Il parle comme si j'avais tué quelqu'un. Son avocat lui chuchota quelque chose, mais il n'écoutait déjà plus. Il fixait Diana, puis Bessie, assise à quelques mètres, entourée d'assistantes. Elle portait une robe bleu nuit et tenait sa nouvelle canne dans les mains. Elle ne tremblait pas. Diana prit la parole. Le 14 mars à 10h12 du matin, M. Tanner a arraché la canne de Mme Bessie Jackson dans le parc central, l'a brisée devant témoins, puis l'a blessée à la main en la laissant seule, sans assistance, humiliée. Ce n'est pas un dérapage. C'est un acte délibéré, motivé par la haine et le mépris. Elle fit un signe. Une vidéo fut projetée. On y voyait une séquence floue, captée par un téléphone. La voix de Tanner, les cris, le geste violent, les témoins figés. Puis la photo du sang sur les doigts de Bessie, les éclats de la canne au sol. Un murmure parcourut la salle. Un mélange de dégoût et de colère. L'avocat se leva. Madame Jackson est une figure respectée, mais nous rappelons qu'il n'y a aucune preuve directe de blessure volontaire. Mon client a agi sous pression, dans un contexte tendu. Il n'y a pas eu insulte raciale, seulement un malentendu verbal. Un rire éclata. Ce n'était pas Snoop. C'était l'ancien inspecteur noir, assis parmi le jury. Il ne dit rien, mais son regard suffisait. Puis, on appela les témoins. Un vendeur de hot-dog, une joggeuse, un enfant de 10 ans, accompagné de son père. Tous racontèrent le même scénario. La violence, l'arrogance, la peur. Mais ce fut la déclaration de Bessie qui changea tout. Elle se leva lentement, s'appuya sur sa canne, avança jusqu'au pupitre. Je ne suis pas venu ici pour détruire un homme. Je suis venu ici pour dire que nous valons tous quelque chose. Même sans voir. Même sans armes. Même sans uniforme. Ce qu'il m'a pris ce jour-là, ce n'est pas ma canne. C'est l'idée que je pouvais marcher librement dans ma propre ville. Et je veux la récupérer. Silence. Aucun mot ne pouvait répondre à ça. Tanner tenta un dernier coup. Elle exagère, elle dramatise. C'est une manipulation. Mais le jury avait déjà vu, entendu, compris. Le président se leva. Nous avons délibéré. Monsieur Tanner est reconnu coupable des faits. Il est révoqué sans indemnité. Et une plainte pénale est recommandée au parquet. La foudre. Tanner hurla. Son avocat le retint. Il tapa du poing. Vous ne pouvez pas me faire ça, vous me devez. J'ai saigné pour ce quartier. Diana s'approche, froide. Ce quartier a saigné à cause de toi, et aujourd'hui, il cicatrise. À la sortie du bâtiment, une marée humaine attendait. Des cris de joie, des applaudissements, des pancartes, Bessie, notre courage, justice enfin servie. Compton se relève. Snoop Dogg sortit derrière elle. Il ne disait rien. Il la suivait. Elle ne savait même pas qu'il était là. Elle s'arrêta. Se retourna lentement. C'est toi? Il sourit. C'est moi, maman, et je serai toujours là. Elle lui tendit la main. Il la prit. Les photographes capturèrent l'instant. Un moment de grâce, de puissance, de renaissance. Et vous, qu'auriez-vous fait face à un Tanner? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice étouffée? Racontez-le en commentaire. Si l'histoire de Bessie vous a bouleversé, abonnez-vous pour la suite. Et surtout, likez, partagez, pour que le monde sache que la justice peut encore parler vrai. Ne ratez pas le chapitre final. Le retour au parc, où une canne blanche devient un symbole de victoire. Une semaine. Il avait fallu une semaine pour que Compton retrouve un semblant de silence.
Mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était un silence neuf, chargé, profond, comme celui d'une ville qui venait de se réveiller après un long cauchemar. Depuis la chute de Karl Tanner, les rues semblaient respirer autrement. Les regards se croisaient à nouveau. Les enfants jouaient plus loin sur les trottoirs. Les mères marchaient la tête haute. Et dans les commissariats, on s'interrogeait, on chuchotait, on regardait les anciens rapports avec des yeux différents. Quelque chose s'était déplacé. Une ligne invisible venait d'être franchie. Et ce n'était pas une affaire de loi, c'était une affaire de dignité. Dans une petite maison à l'angle de la 4e avenue, Bessie Jackson finissait de nouer son foulard. Elle portait une longue robe en lin blanc, légèrement froissée, et des sandales simples. Dans sa main droite, une canne flambant neuve, lisse, polie, élégamment gravée en lettres dorées, Mère de la lumière, âme de Compton, un cadeau, offert par Snoop. Mais plus encore, un symbole. Pas une arme, non, mais une déclaration. Elle respira profondément. L'odeur du matin, du pain chaud du coin de rue, des arbres qui suintaient encore la rosée, tout lui paraissait amplifié. Elle se tenait debout, prête. Aujourd'hui, elle retournait au parc. Elle n'avait pas besoin d'y aller. Elle avait prouvé son point. Elle aurait pu rester dans le confort de sa maison, bercée par la reconnaissance de la ville. Mais ce n'était pas son style. Elle ne voulait pas être une statue dans les mémoires. Elle voulait être présente. À l'autre bout de la ville, une foule commençait à se former. Des gens de tout âge, de tout horizon. Des anciens élèves, des voisins, des militants, des passants devenus témoins. Tous étaient là, sans qu'on les appelle, comme attirés par une force commune. Au centre du parc, un petit kiosque en bois avait été installé. Une estrade improvisée, des fleurs, des chaises, mais pas de drapeau, pas de politiciens. Seulement le peuple, venu rendre hommage. Snoop Dogg attendait déjà. D'habitude si imposant, aujourd'hui, il semblait petit face à l'instant. Il tenait un micro, mais ne parlait pas encore. Il regardait autour de lui. Le même parc où il avait fait ses premiers pas. Le même banc où Bessie lisait autrefois ses poèmes à haute voix. Le même chemin où un homme, il y a quelques jours, avait brisé plus qu'un simple bâton. Et soudain, le silence. Tous les visages se tournèrent. Elle arrivait. Bessie Jackson entra dans le parc comme une reine dans un royaume oublié. Sa canne traçait une ligne invisible sur les pavés. Chaque pas résonnait comme un coup de cloche. Et malgré sa cécité, elle voyait tout. Par le cœur, par la mémoire, par les voix qui retenèrent leur souffle. Certains pleuraient, d'autres se levaient. Un enfant tendit une fleur. Un homme se découvrit la tête. Les oiseaux, comme mus par une conscience antique, s'étaient tus. Elle atteignit l'estrade. Snoop l'aida à monter. Mais elle refusa son bras à la dernière marche. Elle voulait la gravir seule. Debout, face à la foule, elle leva lentement la tête. J'étais venu ici il y a 2 semaines pour écouter les oiseaux. Aujourd'hui, j'entends vos cœurs. Un murmure d'émotion. Ce parc, ce n'est pas qu'un bout de terre. C'est un lieu de mémoire, de douleur, mais aussi de beauté. J'y ai marché 100 fois. J'y ai croisé l'amour, l'indifférence, la peur. Mais jamais, jamais je n'aurais cru y croiser la haine nue. Elle marqua une pause. On m'a dit de ne pas revenir. On a voulu me briser. Mais je suis ici, pas pour me venger, pas pour défier, mais pour rappeler que chaque pas, même lent, même blessé, est une victoire. Elle leva sa canne. Ceci n'est pas un bâton, c'est un témoin. Il porte tous ceux qu'on a réduits au silence, tous ceux qu'on n'a pas cru, tous ceux qui ont marché seuls. Aujourd'hui, il marche avec vous. Un tonnerre d'applaudissements. Snoop prit ensuite la parole. Sa voix tremblait. Maman, ce que tu nous as montré, c'est que le courage n'a pas besoin d'yeux pour voir. Il a juste besoin d'un cœur droit. Il se tourna vers la foule. Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le début de la fin. C'est juste la fin du silence. Dans les jours qui suivirent, Compton changea. Pas en surface. Les murs restaient fissurés. Les trottoirs inégaux. Les sirènes retentissaient toujours. Mais quelque chose vibrait autrement. Les jeunes demandèrent des comptes. Les anciens prenaient la parole. Les policiers, certains du moins, écoutaient. Une fresque fut peinte dans le parc. Un portrait de Bessie, la canne levée, entourée de fleurs. Au pied, une phrase « Ce que vous brisez aujourd'hui, nous le reconstruirons demain ».
Et au centre du parc, sur le banc où tout avait commencé, une plaque fut scellée dans la pierre. À Bessie Jackson. Pour chaque pas, chaque mot, chaque silence devenu cri. Ce matin-là, un rayon de soleil filtre entre les feuilles du grand platane. Bessie était là, seule, assise sur le banc. Elle écoutait le vent, les oiseaux, la vie. Et dans ce murmure du monde, elle entendit une chose rare, la paix.